Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce mercredi 15 juillet 2020, santé, la pharmacopée traditionnelle pour lutter contre le coronavirus. Un forum a été organisé ce jour à Yaoundé par l'Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales. À travers feuilles, écorces et autres poudres, les tradithérapeutes disent avoir les armes pour venir à bout du Covid-19. Les ministres de la Recherche scientifique et de l'Innovation, de la Santé publique, de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation de base ont assisté à ces travaux. En culture, la loi régissant les associations artistiques et culturelles au Cameroun continue de faire des vagues. Le collectif des professionnels du secteur culturel au Cameroun espère que celle-ci ne sera pas promulguée par le chef de l'État. Ils ont donné une conférence publique ce jour, ici à Douala. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal Lutte contre le coronavirus. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation explore les pistes de contribution de la médecine traditionnelle dans la lutte contre le coronavirus. C'est ce qui justifie l'organisation des concertations ce matin à Yaoundé, dont les grandes lignes sont ici évoquées par Madeleine Tchente dans cet extrait sélectionné pour nous par Olivier Bouzik. La rencontre de ce jour, elle vise à valoriser les résultats de recherche obtenus et à définir la démarche qui nous permettra tous ensemble d'apporter des réponses concrètes, durables et économiquement viables aux problèmes de santé dans notre pays. Dans cette démarche, le MINRESI entend jouer sa partition et toute sa partition en mettant à disposition toutes ses ressources. Pour mener à bien ces actions, il serait indispensable de doter le Centre de recherche en plantes médicales et médecine traditionnelle de l'INPM de plus de moyens d'intervention en infrastructures et en ressources financières et humaines. En outre, au bout du compte, la méfiance qui est actuellement démise entre les physiothérapeutes et les chercheurs devra céder la place à la confiance mutuelle. Le vœu du MINRESI est que les tradithérapeutes qui travaillent encore en autarcie se joignent à la démarche de collaboration que propose le gouvernement de la République pour la validation de leurs formules médicamenteuses. Alors que la Covid-19 fait des ravages considérables à travers le monde, le gouvernement sonne la mobilisation de tous les acteurs du système national de recherche et d'innovation afin de rendre disponibles les connaissances probantes sur ce virus et œuvrer pour stopper sa propagation. C'est ici le lieu pour moi d'interpeller tous les chercheurs institutionnels, enseignants-chercheurs et privés et tous les acteurs de la médecine alternative afin qu'ils démontrent tous leurs nombreux talents en la matière, en partageant et collaborant dans un esprit plein de convivialité sur leurs multiples expériences et découvertes qui, j'en suis sûr, feront parler de notre pays dans un avenir proche. Et quelle place occupe la pharmacopée traditionnelle dans votre quotidien? La question a été posée aux Doualais. Je vous propose d'écouter leurs avis. Je me dis qu'un médecin traditionnel a toujours la place comme tous les autres médecins, hein, parce que c'est les mêmes médicaments qu'ils utilisent, les plantes traditionnelles qu'on utilise là. Donc ça peut aider pour soigner un être humain. Hein. Bon, la médecine traditionnelle, je pense que, disons que ça a sa place, hein, ça a sa place. Et surtout en ce moment difficile du Covid, moi-même j'ai eu des symptômes. Vraiment, je ne peux pas dire que j'ai suivi un médecin traditionnel, mais je pense qu'avec nos feuilles, nos trucs là qu'on utilise, comme on parle souvent des trucs de la grand-mère là. Oui, la grand-mère là, et c'est ce que j'ai fait. Ouais, pour que je me rétablisse parce que je ne me sentais pas bien. Je vois que la place de médecin traditionnel, à mon avis, je sais que c'est un don que Dieu les a remis pour aller soulager les gens, d'aller soigner les gens. Et je pense que
n'importe qui ne se lève pas pour faire la médecine traditionnelle. Sinon, nous tous autres, on serait tentés de le faire, mais on n'a pas cette capacité, on n'a pas ce pouvoir-là de le faire. Ça doit être valorisé. Nos ancêtres, ils vivaient que de ça. On ne connaissait pas encore, on ne connaissait pas l'hôpital. On ne connaissait pas l'hôpital et la médecine moderne. Ce sont les Blancs qui nous ont apporté ça, qui nous ont ramené ça ici là. Nos grands-parents vivaient sans problème. Mais il y a des choses qu'ils ignoraient. La médecine moderne est venue nous développer, nous montrer ça. Ah, la médecine traditionnelle a une très grande place. Parce que nos ancêtres ne vivaient que de ça, ils opéraient même des gens. Ils arrivaient à opérer même des gens malades. Et à faire même, ils guérissaient presque tout. Aujourd'hui, non, on est tombé dans la médecine des Blancs. Et parfois, le produit est souvent composé des acides qui nous créent encore d'autres problèmes dans l'organisme. Alors que nos plantes, les plantes sont naturelles, naturellement faites et ça n'a pas des inconvénients. Moi, je préfère les plantes que les trucs de pharmaceutiques. Je pense que la place des médecins traditionnels est très importante dans notre pays. Parce qu'il y a des maladies dont la médecine moderne n'arrive pas à soigner. Et c'est passant par la médecine traditionnelle que le patient puisse vraiment avoir la guérison. Donc je pense que le gouvernement doit tout faire pour associer la médecine traditionnelle à la médecine moderne dans notre pays. Télécommunications, le Cameroun protège ses données. Un data center pour stocker les données importantes des pays de l'Afrique centrale. Lors de la visite de cette infrastructure située à Zamengoé, c'est dans le département de la Lekié, région du centre, le ministre des Postes et Télécommunications a invité les administrations publiques et privées du Cameroun et de la sous-région Afrique centrale à saisir là une opportunité de conserver et de sécuriser leurs données de travail. Mireille Sabi. La construction et l'équipement du data center de Camtel sont terminés. Un rêve devenu réalité. Techniciens et ingénieurs ont pris le projet à bras le corps afin de permettre à la télécommunication du Cameroun de protéger ses données. Ce complexe, bâti sur une superficie de 3019 mètres carrés, que vous visitez aujourd'hui, est le meilleur et le plus grand d'Afrique centrale. Certifié Tier 3 à la conception, il est constitué d'une salle serveur de 400 mètres carrés, d'une capacité de 5 cuves, soit 130 baies. Une salle de supervision de 8 positions de travail, un système automatisé de gestion d'énergie de 440 kV, de puissance ondulée avec 3 transformateurs de 1100 kVA, 4 groupes électrogènes de 1000 kVA et 40 000 litres de cuves de gasoil. Un système de détection et de lutte contre les incendies, un système de gestion des accès et de caméras de surveillance. Ce joyau architectural, situé dans la localité de Zamangoué et dont les travaux viennent d'être achevés, est le plus grand data center de l'Afrique centrale. Construit par le chef de l'État à travers la Cameroun Telecommunication Camtel et la collaboration du partenaire Huawei pour un montant de 10 milliards de francs CFA. Cette infrastructure de pointe alliant des équipements physiques et cloud pourra désormais permettre au Cameroun d'héberger les données sensibles de ces diverses entités localement et non plus à des milliers de kilomètres comme auparavant. Vous savez qu'il y a eu des scandales par rapport à la fuite des données. Alors aujourd'hui, cette infrastructure nous permet de stocker localement nos données, d'assurer la fiabilité, une facile accessibilité et 2 fois moins cher. C'est-à-dire que nous allons, la cerise sur le gâteau, nous allons payer beaucoup moins cher et nous serons sûrs que nos données sont stockées localement et qu'elles ne peuvent pas faire l'objet
d'un détournement ou d'un piratage. Un nouveau data center, sorte de magasin numérique de stockage des données des administrations publiques et privées. Des données sous forme de fichiers texte, images, sons, vidéos, d'applications, etc. Le data center a reçu la première visite du ministre des Postes et Télécommunications. Et la visite qui a été effectuée montre que ce data center est construit sur la base des dernières technologies qui allient des équipements physiques mais en même temps le cloud. Et je crois que c'est une bonne nouvelle pour les nombreuses startups qui ont besoin de développer des applications et sont butées à ce problème d'infrastructure de stockage. Et je crois que je recommande à Camtel de faire davantage de communication parce que je suis sûre que plusieurs personnes ne savent pas les différents services que peut offrir ce data center. Ce data center vient répondre aux besoins du gouvernement qui veut faire du Cameroun un pays numérique. En attendant le retour sur l'investissement tel que souhaité par le ministre des Postes et Télécommunications, le bâtiment flambant neuf trône au milieu d'un vaste espace calme, verdoyant et sécurisé. Stéphane Dopagne, ambassadeur du Royaume de Belgique au Cameroun, arrivé en fin de séjour, a été reçu ce jour en audience par Paul Biya, le président de la République. Entre autres sujets, la relation entre Yaoundé et Bruxelles, qui a d'ailleurs connu beaucoup d'avancées ces 4 années qui justifie du moins le mandat du diplomate au Cameroun. La santé était également à l'honneur, la lutte contre le coronavirus par ailleurs, ou encore l'économie. Voilà donc quelques thèmes qui ont été débattus. Stéphane Dopagne s'en va avec le souvenir d'un pays extrêmement divers, avec un environnement très varié du nord au sud et de l'est à l'ouest. Le centre universitaire de Tchang, l'hôpital général de Yaoundé, le centre géotechnique et vétérinaire de Marois, l'approvisionnement en eau au complexe industriel-portuaire de Kribi sont là quelques réalisations belges au Cameroun. En rappel, c'est le 9 novembre 2016 que Stéphane Dopagne a présenté ses lettres de créance au président de la République. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires n'est pas un acteur dans le conflit en cours dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le chef du sous-bureau de l'ONU a fait cette déclaration ce 14 juin à Boya, dans la région du Sud-Ouest. Une sortie médiatique qui a pour prétexte le récent assassinat d'un assistant de Médecins sans frontières. Inès Panga. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, UNOCHA, n'est pas engagé dans le conflit en cours dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La présence des Nations Unies dans ces deux régions a pour but unique d'aider les populations vulnérables. Le chef du sous-bureau de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, James Munan, a fait cette déclaration le mardi 14 juillet 2020 à Boya au cours d'une conférence de presse. Le prétexte de cette sortie médiatique, l'assassinat d'un assistant de Médecins sans frontières dans la région du Sud-Ouest. Le représentant de l'organisme onusien a par ailleurs indiqué que la nécessité de la présence des agences humanitaires dans ces deux régions est motivée par les chiffres des personnes impactées par la crise qui dure depuis 2016. Sur près de 2 millions de personnes touchées, 1,4 million d'entre elles ont été ciblées par l'aide humanitaire en 2020. En plus, la réponse humanitaire, ajoute James Munan, malgré les déficits financiers, apporte une aide alimentaire à près de 175 000 personnes déplacées ou réfugiées chaque mois. Violette Afo-Azan, épouse Abeya, est le nouveau contrôleur financier de la mairie de Koumba, c'est dans le département de la Mémé, région du Sud-Ouest. Elle a techniquement été installée ce mardi 14 juillet 2020 dans la salle du conseil municipal de Koumba par Ananchouka Meda, inspecteur du budget au ministère des Finances à Yaoundé. Celui-ci représentait le ministre des Finances, Louis-Paul Motazi. Pour le maire de la ville de Koumba, Victor Ngonkele, ceci contribuera grandement à améliorer la situation financière du conseil de la ville de Koumba ainsi que les 3 conseils des arrondissements de Koumba 1er, 2e et 3e. Violette Afo-Azan a travaillé dans divers services au ministère des Finances avec les 2 dernières années dans la région du Sud-Ouest. Âgée de
42 ans. Elle est mariée et mère de 7 enfants. En rappel, Dame Abeya, née Violet Afor Hassan, a été nommée le 11 juillet 2020 par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Infrastructure dans la région du Nord-Ouest, 4 entreprises engagées pour accélérer les travaux de réalisation des projets routiers en cours dans cette région. Emmanuel Nganou-Messi, le ministre des Travaux publics, en a donné assurance ce jour au cours de la rencontre avec les parlementaires RDPC issus de cette région. La journée commémorative de la lutte contre les violences faites aux défenseurs des droits humains dans la société camerounaise, célébrée ce 15 juillet depuis 2015, est une initiative des organisations de défense des droits humains. Cette journée puise son essence des violences et abus persistants observés au Cameroun. Mireille Sadi. Le 15 juillet marque un temps de pensée pour le combat mené par tous les défenseurs des droits humains en général. Au Cameroun, cette journée est initiée pour interpeller les autorités sur le climat délétère qui prévaut actuellement à la défaveur des défenseurs des droits humains dans le pays. Ce qui est le plus frappant en matière de non-respect des droits des défenseurs, justement, c'est ces arrestations arbitraires que nous avons pu voir. Je n'ai pas besoin de vous citer les cas qui sont lésions. Si on est Camerounais, on sait tous, notamment les différents cas d'arrestation qu'on a eu au lendemain, par exemple, de l'élection présidentielle de 2018. On a même les cas de meurtre. Je ne veux pas revenir en 2013 sur le cas de l'activiste Eric Lebembe, qui est justement à l'origine de la célébration de cette journée. Pour ce qui en est du cas Lebembe, jusqu'aujourd'hui, l'affaire a été classée sans suite. Nous avons en 2013 fait tout ce qui était à notre pouvoir pour que le gouvernement prenne ses responsabilités et puisse nous dire de manière claire quelles étaient les causes de la torture, de l'assassinat de nos anciens collaborateurs. Jusqu'à présent, hélas, l'affaire a été classée sans suite. Contribuer à la reconnaissance du rôle du défenseur des droits humains en cette période de crise mondiale Covid-19, tel est l'objectif général de cette journée commémorative. Occasion d'aborder la question des textes juridiques et relatifs avec la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Si nous voulons parler d'un test sur les défenseurs des droits humains au Cameroun, le test ne vient pas de rien. Le test ne vient pas d'une pétition. Le test vient d'un certain nombre de choses que nous devons poser pour préparer, c'est-à-dire ça doit être tout un projet. Et un projet a une méthode, un projet demande qu'on fasse d'abord une étude du contexte juridique qui existe. Est-ce qu'il n'y a pas déjà des tests au Cameroun qui parlent des défenseurs? Est-ce que ces tests sont suffisants? Qu'est-ce qui pose encore problème? Et où est-ce que nous pouvons continuer à accélérer, peut-être pour qu'on puisse arriver à parler un jour d'un test sur les défenseurs des droits humains au Cameroun. Donc quand nous venons là, c'est pour leur dire, faites attention, voilà comment il faut évoluer. Et nous pensons qu'ils prennent bien la mesure de l'action à mener. Pour cette 6e édition de la journée commémorative de lutte contre les violences faites aux défenseurs des droits humains, la coordination générale est portée par les défenseurs sans frontières. Le travail du défenseur ne se limite pas à une obédience, ne se limite pas à une fonction, ne se limite pas à une catégorie, mais c'est un travail qui incombe à tout le monde qui vit dans la société. Pourquoi défenseurs sans frontières ? Défenseurs sans frontières est accompagné dans cette action par d'autres associations et organisations de la société civile. En plein dans le contexte Covid-19, ils entendent entre autres sensibiliser 10 000 personnes sur le rôle du défenseur dans un état de droit en situation de pandémie, assister psychosocialement 25 défenseurs emprisonnés dans cette situation sanitaire au Cameroun. Les instituteurs sont en colère. Il s'agit des enseignants formés pour la plupart depuis une dizaine d'années, mais non encore intégrés à la fonction publique et dont l'âge ne répondra plus bientôt aux critères de recrutement. Malgré leur dernière grève à la délégation de l'éducation de base pour le centre, le problème n'est pas solutionné. Ils sont rendus ce matin au service du Premier ministre, pancarte en main. Olivier Bouzique. C'est leur deuxième mouvement d'humeur en l'espace de 2 mois. Après les négociations avec le gouvernement suite à la grève du 6 juin dernier, ils pensaient pourtant avoir obtenu gain de cause. Que non. Nous n'avions pas été satisfaits. Pourquoi? Parce que le ministre a dit tout récemment qu'au mois de juin d'abord, il a promis qu'il devrait lancer un recrutement. Et il a promis qu'avant le mois de juillet, il devrait
sorti la liste 1 des rejetés, 2 des recalés et 3 des non recrutés. Cette liste n'est pas encore sortie jusqu'à aujourd'hui. Alors nous sommes vraiment dépassés. Le problème part du dernier recrutement de 3000 enseignants de l'éducation de base dans la fonction publique sur l'ensemble du territoire national. Lequel recrutement aura été, dénonce-t-il, marqué par d'énormes irrégularités. Des noms des enfants de 21 ans, 22 ans, 23 ans qui sortent et on ne sait pas d'où ils sortent. On nous frustre d'abord au début en recrutant les vieux quand nous étions jeunes. Maintenant nous devenons vieux, on recrute encore les jeunes pour nous frustrer encore. Nous restons toujours frustrés à la puissante haine. Alors nous voulons que justice soit faite. Ils se sont déployés ce 15 juillet au service du Premier ministre afin de saisir le chef du gouvernement. Nous supplions notre père, chef John Gouté, de recruter tous les recalés. Si possible, que notre papa, son Excellence, le président Paul Biya, qu'il ait pitié de nous, qu'il nous prenne, qu'il demande à ce qu'on nous recrute et qu'on nous intègre dans le groupe des 3000 qu'on a pris tout récemment et nous serons aussi un peu à l'aise. Pour l'heure, le ministère de l'Éducation de base ne s'est pas encore officiellement prononcé sur le sujet. Le collectif des professionnels du secteur culturel au Cameroun espère que la loi régissant les associations artistiques et culturelles au Cameroun ne sera pas promulguée par le chef de l'État tel qu'il a été voté par le Parlement. Les membres de ce collectif ont donné ce 15 juillet ici à Douala une conférence publique. Compte rendu Inès Panga. Malgré le vote par le Parlement de la loi régissant les associations artistiques et culturelles au Cameroun, le collectif des professionnels du secteur culturel au Cameroun croit encore au changement. Le dit projet de loi a été adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat. Néanmoins, nous continuons de croire que M. le Président de la République peut surseoir à sa promulgation et donner instruction pour qu'elle soit modifiée en tenant compte de nos préoccupations. Le texte est contesté par les artistes depuis son dépôt à l'Assemblée nationale le 26 juin dernier. Il lui est reproché une grande intervention du ministère des Arts et de la Culture dans les affaires artistiques et culturelles, également un changement du régime de déclaration à celui d'autorisation des associations à objets culturels. Des éléments qui font dire aux artistes que ce texte a été élaboré par des personnes extérieures au secteur de l'art au Cameroun. J'ai le sentiment que cette loi a été faite par des personnes qui ne naviguent pas concrètement dans l'espace artistique et culturel sur le terrain. C'est vraiment un texte de technocrates qui n'ont pas le sentiment que nous sommes une force de proposition pour l'économie du Cameroun, parce que nous employons des gens, parce que nous achetons des produits, parce que nous en exportons. Le souhait de ce collectif, c'est revoir quelques articles de cette loi qui n'est pas entièrement mauvaise. Le souci, la volonté pour le ministère des Arts et de la Culture de structurer. Elle n'est pas mauvaise il faut structurer le secteur. Mais sauf qu'en matière de structuration, elle n'est pas bonne, il y a des problèmes. Voilà, c'est simplement ça. La loi elle-même, elle n'est pas mauvaise dans l'idée que le ministère avait eue. Mais seulement, dans le texte, il y a des problèmes. Une conférence publique sur le décryptage de la loi régissant les associations artistiques et culturelles a eu lieu ce 15 juillet 2020 à Douala. Religion, âge 2020, les fidèles musulmans camerounais ne pourront pas l'effectuer cette année. Dans un communiqué rendu public ce 14 juillet, Paul Atanganji, le ministre de l'administration territoriale, porte à la connaissance de la communauté musulmane qu'en raison de la persistance de la pandémie du coronavirus dans le monde entier, seules les personnes résidant en Arabie Saoudite pourront participer au pèlerinage dans les lieux saints. Le MINAT compte d'ailleurs sur les encadreurs pour l'AGECO. L'information à l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec VOA. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a procédé hier à un remaniement ministériel marqué par l'entrée de 14 nouveaux ministres. Ce nouveau gouvernement qui survient à 9 mois de l'élection présidentielle compte 35 membres contre 31 pour le précédent.
Au Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, instance de régulation des médias, a publié un communiqué menaçant les médias en ligne de mettre fin à toute publication sous peine de se voir appliquer la rigueur de la loi. Elle dit constater une création tous azimuts de médias en ligne sans autorisation préalable. Le Sénégal a entamé la construction d'un nouveau camp militaire à sa frontière avec le Mali, pays en proie au djihadisme. En dehors de la menace djihadiste, le camp est situé dans une zone où sévissent le banditisme et de nombreux trafics. Les créanciers de la compagnie aérienne ruinée South African Airways ont approuvé un plan de restructuration. Ce plan va nécessiter un apport financier de 596 millions de dollars et se traduira par la suppression de 2700 emplois et la création d'une nouvelle société. Sport, football, le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football s'est tenu ce jour à Yaoundé. Des 14 points à l'ordre du jour, une dizaine de résolutions ont été prises. Parmi celles-ci, on peut noter le chronogramme des compétitions de la saison 2020-2021 et la réforme liée à la pandémie du coronavirus. S'agissant de ce dernier point, le projet de répartition de l'appui financier FIFA Covid-19 a été approuvé. Le plan de répartition sera communiqué d'ici demain 16 juillet. Pour ce qui est du chronogramme des compétitions, il sera connu d'ici une semaine. Les travaux de réfection des sièges des ligues régionales de football étaient également en débat ce jour. Qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.